La décision de la Chine a vraiment tout changé. La Russie, une fois de plus, les deux, on ne peut pas dire ce mot sur Internet, à mon avis. Et en Iran, bien sûr, aussi, oui. Et qu'attendre de l'héritier Ali Khameneïev, le fils à qui, apparemment, d'après toutes les informations, on transmet le pouvoir. Et je comprends que c'est très temporaire, et la Chine a abandonné son ami adoré, le mollah d'Iran. Les mollahs sont isolés et sans aide. Et je voudrais commencer par une petite démonstration graphique de la capacité de l'Iran à répondre par des frappes de missiles au bombardement. Eh bien, pour l'instant, elle est très réduite, mais pas encore réduite à néant. Regardez, observez comment le 4e jour a influencé leur capacité à tirer. Take a look at this chart. Regardez ce diagramme, c'est un graphique qui montre l'intensité des lancements de missiles balistiques iraniens. Ainsi, au cours des premières 24 heures de cette opération, ils ont lancé plus de 350 missiles balistiques. Le 2e jour, ce nombre est tombé à 175. Autrement dit, il a été réduit exactement de moitié. Le 3e jour, ce nombre est tombé à 120 et dès le 4e jour, il a encore baissé pour atteindre 50. En seulement 4 jours, nous avons déjà détruit 85% des lanceurs de l'Iran. Et ce, alors qu'ils étaient sous la meilleure défense aérienne russe et chinoise. Nous aborderons la Chine dans un instant. Donc, concernant les drones, que soit dit en passant, l'Iran vendait à la Russie en grande quantité. Dès qu'un ou plusieurs drones sont lancés, le lancement est détecté par des lasers, tout d'abord. Ensuite par des radars. Troisièmement, par des capteurs de fréquences radio, de l'optique, de l'électronique. Et Israël arrête les drones iraniens grâce à le cyberdétournement. C'est-à-dire qu'ils prennent le contrôle et parfois renvoient ces drones, chez eux pour ainsi dire, avec un cadeau. Ils détruisent aussi l'électronique avec des lasers de combat. Ceci est déjà largement utilisé contre le Hezbollah. Cela rend le système de défense aérienne incroyablement bon marché. Avant, détruire des drones bon marché coûtait très cher. Désormais, avec la 3e génération de lasers de combat, ces prototypes sont déjà utilisés sur le champ de bataille. Et maintenant, cela est devenu incroyablement bon marché. C'est-à-dire que le coût revient pratiquement à celui de l'électricité. Le seul problème qui subsiste, c'est la météo. Et alors, ce sont des drones intercepteurs qui volent. C'est pourquoi il y a aussi un réarmement aux États-Unis. Ces systèmes conjoints israéliens-américains sont déjà installés sur les navires. Selon moi, c'est un développement américain. Et, il me semble, ils ont déjà montré aux informations comment, depuis l'un de nos navires, ils ont frappé des drones avec ce fameux rayon laser. Je me suis complètement embrouillé. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas facile. En ce moment même, il se passe quelque chose d'incroyable. Les démocrates et les médias traditionnels sont absolument stupéfaits. Pendant que CNN et MSNBC réalisent sondage après sondage, essayant de vous convaincre que personne ne soutient cette guerre, de toutes nouvelles données de sondage viennent tout juste d'apparaître, qui ébranlent littéralement l'establishment démocrate. Le nombre de partisans de l'opération est épique, c'est éclatant, la ferveur est tout simplement stupéfiante. Le peuple soutient avec enthousiasme la guerre contre l'Iran. Je parle du peuple américain, bien sûr. Ils exigent que, premièrement, cela se fasse rapidement, et deuxièmement, avec le moins de pertes américaines possible. Alors passons aux dernières nouvelles. Au cours des 12 dernières heures, la situation s'est considérablement aggravée. Les États-Unis ont frappé plus de 2000 cibles utilisant plus de 2000 munitions à travers tout l'Iran, menant des opérations 24 heures sur 24. L'amiral Brad Cooper du CENTCOM a déclaré que les premières 24 heures de cette opération étaient presque 2 fois plus importantes que la campagne Choc et Effroi en Irak en 2003. Depuis l'époque de l'Irak, où l'on pensait que la puissance de feu et le nombre de frappes étaient absolument inégalés, les États-Unis ont maintenant exactement doublé le nombre et, surtout, la qualité, c'est-à-dire la précision des frappes contre les cibles ennemies. Les mollahs ne courent plus dans les rues en criant « Mort à l'Amérique » et la voix du muezzin ne retentit plus 5 fois par jour dans les haut-parleurs de toutes les villes d'Iran. L'Amérique, le diable. Des centaines de milliers de fidèles ne sont plus à genoux à supplier Allah de détruire les chiens infidèles. Allah, pour une raison inconnue, permet cela.
Et c'est un coût énorme pour les ayatollahs, les mollahs et, en général, pour les personnes profondément croyantes. Il permet aux chiens infidèles, c'est-à-dire à nous, de détruire les fidèles chiens de l'islam. Autrement dit, Allah s'est révélé bien réel, du côté des Juifs et des Américains. Honnêtement, j'aurais pu leur dire ça depuis longtemps, mais ils n'auraient pas cru. Il y a un proverbe qui dit « Compte sur Allah, mais surtout ne reste pas les bras croisés ». C'est une réduction de 70 à 75%. C'est une réduction de 70% de leur capacité de missiles balistiques. Donc, si le rythme de désintégration reste au même niveau, du moins en ce qui concerne les capacités de base des missiles balistiques, le régime s'effondrera complètement, encore une fois, du point de vue de sa capacité à lancer une frappe de représailles. Ils ont été complètement privés de toute capacité de missiles balistiques. Et alors, je veux dire, vous avez la technologie des drones. C'est certainement très impressionnant. La Russie utilise assez efficacement la technologie des drones iraniens sur le théâtre ukrainien, mais chaque drone lancé par l'Iran, ironiquement, devient un arrêt de mort pour lui-même. Au moment même où le propulseur est lancé, il émet un flash infrarouge que les satellites américains SBIRS, en orbite à 22 000 miles au-dessus de la Terre, détectent en temps réel à la seconde près en déterminant les coordonnées. Et ils les transmettent aux forces de frappe des États-Unis et d'Israël. Cela n'aura aucune importance. Parce que les mêmes groupes de satellites qui ont suivi des centaines de missiles et de drones iraniens lors de cet échange avec Israël en avril 2024, cet échange de missiles avec Israël. Maintenant, ils transmettent les données à la chaîne de destruction si rapidement que le lanceur est détruit avant même que le drone n'atteigne sa cible. Et tout cela fait partie de ce dont nous avons parlé hier. Ce que l'on appelle de plus en plus la doctrine Trump, qui elle-même trouve ses racines dans une dynamique géopolitique croissante connue sous le nom de technopolarité. Et c'est l'idée que, dans le monde moderne, de plus en plus multipolaire, la puissance civilisationnelle est de plus en plus souvent déterminée non seulement par la région, ni par la taille de votre territoire, ni par le nombre de vos soldats, ni par la profondeur à laquelle vous pouvez creuser vos bunkers, mais grâce à votre savoir-faire. Et puisque c'est justement, vous tenez compte de la promenade, et maintenant vous aussi, et vous êtes une civilisation, mais quelle civilisation? Creusez profondément vos bunkers, et creusez vos bunkers, et creusez, et à quel point vous pouvez creuser vos bunkers en profondeur, à quel point vous pouvez creuser vos bunkers en profondeur. Mais vous pouvez aussi, et vous êtes une civilisation, et ce n'est pas seulement une civilisation, forçant l'adversaire à se battre constamment en montée contre la gravité elle-même. Le quartier général du commandant en chef des États-Unis fait état de ses succès. Trump dit « Dans 3 à 4 semaines, nous aurons tout nettoyé ». Pendant ce temps, la direction restante de l'Iran comprendra clairement que la Russie, la Chine, les Martiens, Allah, personne ne viendra à leur secours. Peut-être choisiront-ils, comme les Ukrainiens, de mourir ensemble sans capituler, mais il me semble que les dirigeants iraniens sont plus intelligents que les dirigeants ukrainiens. Et ils décideront qu'il vaut mieux être vivant, et, pour ainsi dire, partiellement au pouvoir, que d'être mort. Ou peut-être fuir en Russie, mais perdre la majorité de leur famille et de leur argent. Voilà, donc, mourir en martyr et être glorifié parmi les chiites. Comme donc, Gahreman, s'ils ont un tel mot, pour ainsi dire, en persan, cela signifie un héros courageux, un martyr. Voilà, il a vaincu tout le monde. Donc, pour ainsi dire, tu seras ministre, ou vice-ministre, ou disons chef de département, ou tu seras Gahreman. J'ai l'impression que les Iraniens ne sont pas stupides. Comme je l'ai déjà dit, les gens ne choisiront pas d'être Gahreman, mais autre chose. C'est-à-dire vivre dans des villas plutôt que mourir avec une belle inscription sur la tombe. Eh bien, de cette façon, 1, 2, 3 femmes. Enfin, combien de femmes ces gars-là ont-ils aujourd'hui à la maison? C'est mieux que 70 vierges dans l'au-delà. Je comprends que c'est un choix difficile, mais je soupçonne qu'ils feront exactement comme je viens de le dire. Tout le sale boulot en Iran, apparemment, a été fait par les Israéliens. L'État hébreu doit saisir cette opportunité unique qui n'arrive qu'une fois par siècle. Disons, l'opportunité d'éliminer la plus grande menace à son existence. Messieurs, j'ai vécu en Israël de nombreuses années. Je sais donc de quoi je parle. Petite parenthèse.
nous recommençons à proposer des vidéos supplémentaires pour un QI un peu plus élevé que ce que nous mettons sur la chaîne principale. Et nous faisons de cette section une chaîne sponsorisée, soi-disant. Si vous souhaitez participer à ce projet, alors sponsorisez via le lien ci-dessous. Cela coûtera à partir de 4 $ par mois. Si vous vous abonnez directement pour un an, cela ne coûtera que 3 $ par mois. Mais vous pouvez donner plus. Si quelqu'un veut donner plus, nous n'allons pas vraiment nous y opposer. Pourquoi avons-nous besoin de ces fonds? Pour les besoins techniques de la chaîne. C'est tout. Ces vidéos arriveront plus tard. Voici celles que je publierai sur cette chaîne. Nous apparaîtrons aussi sur la chaîne principale, mais les sponsors ont le droit, comme on dit, de premier visionnage, le droit de la première nuit, et le droit au premier avis. Et les recommandations des sponsors auront de l'influence sur le type de contenu et sur la manière de présenter ces contenus sur la chaîne. Donc encore une fois, le lien pour le sponsoring est ci-dessous. Alors, il semble que le Liban sera débarrassé du Hezbollah, et les citoyens libanais ont toujours été des amis de l'État juif. Et le pouvoir civil coopérera avec Israël. Nous le savons avec certitude, parce que déjà à l'époque de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, c'était ainsi. Oui. Et mes oncles et tantes qui vivaient à Haïfa, près de Haïfa, dans les kibboutz, là-bas dans le nord, et ainsi de suite. Ils me racontaient qu'ils avaient d'excellentes relations avec les Libanais. Ils y allaient c'est pour quelques jours. Ils disaient, je l'ai déjà raconté, Beyrouth était comme ça. Ils l'appelaient... Les habitants de Beyrouth eux-mêmes l'appelaient le Petit Paris. Donc là-bas, il y avait, comme on dit, tout ce qu'il y avait à Paris. Un peu moins en quantité. D'ailleurs, le pouvoir libanais, qui est plus faible que le Hezbollah, moins armé et tout le reste. Mais pendant que les Israéliens s'occupent du Hezbollah, ils ont commencé à arrêter les représentants du Hezbollah qui sont présents dans toutes leurs villes et qui font les importants. Donc la nouvelle Syrie est amie avec les États-Unis d'Amérique. La Jordanie souhaite depuis longtemps une alliance ouverte. Les accords d'Abraham et les investissements du Qatar, d'Arabie Saoudite, des Émirats, de Bahreïn et d'autres dans la haute technologie américaine sont liés à Israël. La haute technologie aux États-Unis, comme vous le comprenez, j'espère, aidera à créer une situation de multi-amitié. Après avoir résolu le problème avec Gaza et la Cisjordanie, bien sûr. Mais ce sera le Conseil de la paix qui décidera. Que Trump, encore une fois, comme vous le savez, a organisé. Qui a déjà expliqué à l'Europe que nous pouvons très bien nous passer de vous. Et vous continuez, comme vous le faites maintenant, à lécher les bottes des musulmans. Cela ne nous concerne en rien. Parce que, c'est exactement ce qu'elle fait. On n'ira pas plus loin. Nous ne participerons pas à la décision de savoir quelle partie de leur derrière vous devez lécher et embrasser. Décidez par vous-même. Donc j'espère que nous assistons maintenant à l'effondrement de l'Organisation des Nations Unies. Nous l'appelons l'ONU. Et j'espère la fermeture honteuse de cette organisation complètement corrompue. Je n'irai même pas à leurs funérailles. C'est dire à quel point je m'en fiche. En vérité, je dois dire tout de suite que personne ne m'invitera de toute façon. Parlons maintenant de la réalité et des faits qui influencent réellement la géopolitique. La Chine achète en Iran environ 12% de son pétrole à des prix très avantageux, dans des conditions très favorables. Et l'Iran, de son côté, envoie en Chine 90% de ce qu'il extrait de son pétrole. C'est-à-dire que pour la Chine, l'Iran est l'un des fournisseurs, important environ 12%. Mais pour l'Iran, la Chine, c'est la panacée à tous les maux. C'est un don de Dieu. C'est le seul véritable acheteur. Les relations entre la Chine et l'Iran ne sont pas égales. Pour que ce soit clair, ce ne sont pas des partenaires égaux ou équitables. Il y a encore un autre point. La Chine achète environ 40% de son pétrole dans d'autres pays, disons, du Golfe Persique. Du même bassin pétrolier où se trouve l'Iran. Et tout ce pétrole passe par le détroit d'Ormuz, directement vers la Chine. Si jamais ce pétrole s'arrête, la Chine en souffrira gravement. Donc 40% viennent pas de là, 12% enfin, environ 35%, 40% quelque chose comme ça. On dit que la moitié du pétrole chinois passe par le détroit d'Ormuz. Donc oui, la Chine fait des réserves de pétrole pour plusieurs mois, mais l'arrêt du détroit d'Ormuz ne serait en aucun cas un coup planifié contre l'économie chinoise. L'Iran et les autres pays du Golfe représentent, comme je l'ai déjà dit, la moitié du pétrole chinois.
Et il y a aussi le pétrole du Venezuela. En somme, plus personne ne garantit désormais leur approvisionnement. Vous voyez, l'image commence à changer quand on ajoute des détails. C'est-à-dire, l'Iran est nécessaire à la Chine. L'Iran est nécessaire à la Chine. Mais pas de façon critique. Mais pour l'Iran, la Chine, c'est absolument nécessaire. Bon, faisons encore une pause. Donc les Kurdes, en partie des bataillons féminins. Messieurs, les bataillons féminins kurdes sont partis d'Irak vers l'Iran pour libérer l'Iran du régime agressif qui tuait leurs compatriotes, les Kurdes en Iran. Eh bien, pour ainsi dire, j'ai dit hier, il me semble, 7%, mais d'après différentes sources, c'est entre 7 et 10%, j'ai un peu creusé la question. Et 20% d'Azéris, c'est-à-dire, eh bien, nous les appelons Azerbaïdjanais, eux aussi d'ailleurs subissent la répression du régime. Bien qu'Ali Khoumi, lui, par nationalité, enfin je ne sais pas comment dire, par ses origines ethniques, il est azerbaïdjanais. Il est rapporté que les forces kurdes basées en Irak ont lancé une offensive terrestre sur le territoire iranien. Cela a déjà commencé lundi. Il s'agit de milliers de combattants kurdes qui traversent la frontière et prennent des positions défensives et offensives, je dirais, dans la région montagneuse de Marivan. C'est la chaîne de montagnes située directement à la frontière entre l'Iran et l'Irak. Cela repose sur les informations fournies par un représentant de la coalition des forces politiques du Kurdistan iranien. Ces milliers de combattants kurdes, principalement issus de l'organisation PJAK, sont des Kurdes iraniens qui ont fui en Irak, se sont entraînés précisément pour ce moment et ont maintenant commencé leur offensive sur le territoire iranien. Ainsi, la première force capable de combler le vide du pouvoir est entrée en Iran. Les Kurdes détestent les ayatollahs. Les Kurdes veulent leur propre État. Et si Trump leur promet d'aider à l'organiser, ils formeront le noyau de l'armée de libération. De plus, comme je vous l'ai dit, 20% des habitants de l'Iran sont des Azerbaïdjanais ethniques. L'Azerbaïdjan a officiellement mis toutes ses forces armées en état d'alerte renforcée et a commencé à déployer des troupes le long de sa frontière avec l'Iran qui s'étend sur environ 700 km. Des rapports en provenance de Bakou indiquent que le ministère de la Défense, le Service national des frontières, le ministère de l'Intérieur et le ministère des situations d'urgence ont tous été placés en état d'alerte renforcée. Toutes les permissions militaires sont annulées et les officiers rappelés de congé. Des systèmes de défense anti-drones et des unités de guerre électronique ont été rapidement déployés à la frontière sud. Des renforts d'infanterie et des véhicules blindés ont pris position. Bakou affirme officiellement qu'il ne s'agit que de mesures défensives pour éviter que de nouveaux missiles ou drones ne tombent accidentellement sur leur territoire, alors que la guerre en Iran s'intensifie. Mais toute personne connaissant cette région comprend qu'il y a des enjeux plus profonds. En Iran, il y a entre 15 et 20 millions d'Azéris ethniques. C'est en réalité plus que la population totale de l'Azerbaïdjan. Et les forces iraniennes craignaient depuis longtemps un soulèvement azéri au point de choisir le désormais défunt Ali Khamenei comme leur guide suprême. Précisément parce qu'il était azéri, afin d'aider à réprimer la révolte de cette faction ethnique de la population iranienne. L'Azerbaïdjan est en alliance étroite à la fois avec la Turquie qui s'implique de plus en plus et avec Israël. Il représente une force extrêmement redoutable. Désormais, Bakou va très probablement organiser une provocation contre lui-même et, en réponse, entrer en Iran pour libérer ses compatriotes. Je pense qu'Erdogan aime cette idée. Et un Iran affaibli, c'est un concurrent de moins pour le leadership dans le monde musulman. Mais les Kurdes et les Azerbaïdjanais, c'est une perte de territoire et de population. C'est bien sûr un affaiblissement de l'Iran. Un peu comme la perte du Donbass et l'affaiblissement de l'Ukraine. Et pour changer complètement la politique de l'Iran, il faudrait une armée qui occuperait les positions des gardiens. C'est-à-dire occuper la capitale et plusieurs grandes villes. Et qui rétablirait l'ordre, ou plutôt prendrait la situation du pays en main. Sinon, il se passera la même chose qu'en Irak après que les Américains y soient entrés sous Bush. Ils sont entrés, et puis quoi? Et après? Personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Il n'y a aucun plan.
Maintenant, après avoir dressé ce tableau, revenons à la Chine, à son rôle et à ses décisions de participer ou non au conflit. Chaque navire américain, chaque avion américain, chaque navire américain, chaque avion américain, chaque missile américain engagé au Moyen-Orient, c'est autant de moyens détournés du détroit de Taïwan. L'Iran a bénéficié de l'initiative, une ceinture, une route et des projets d'infrastructure financés par Pékin. Et Pékin a bénéficié du régime de la nation la plus favorisée avec le seul pays contrôlant le détroit d'Ormuz par lequel transitent chaque jour 20% des flux mondiaux. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi l'Iran se sentait franchement aussi invincible, pourquoi ils étaient, selon les rapports, aussi sûrs d'eux. Lors de leurs négociations avec Steve Witkoff et Jared Kushner, ils se vantaient littéralement de contrôler environ 460 kg d'uranium enrichi à 60%, ce qui selon eux était suffisant. Ils ont en fait déclaré que cela suffisait pour fabriquer 11 bombes nucléaires. Derrière eux se trouvait la plus grande armée de la planète à Pékin. Un régime qui, selon eux, les protégerait par des achats de pétrole, des missiles et une couverture diplomatique dès que la situation deviendrait tendue. Dans leur esprit, cette réserve de 60% combinée au soutien de la Chine signifiait qu'ils pouvaient provoquer Trump impunément à la table des négociations. Ils pouvaient déstabiliser la région avec des drones et leurs hommes de main tout en dormant paisiblement la nuit, absolument convaincus que le dragon à l'Est ne permettrait jamais que le marteau s'abatte réellement. Et pire encore, des rapports ont commencé à apparaître selon lesquels la Chine s'apprêtait à armer l'Iran avec des missiles antinavires supersoniques CM-302 ainsi qu'avec ses missiles planants hypersoniques DF-17. Bien sûr, cela a suscité une vive protestation internationale, mais la Chine ne comptait pas céder. La Chine et l'Iran sont tous deux des États entièrement indépendants, dotés d'une souveraineté totale, et il n'existe aucune loi internationale interdisant à la Chine et à l'Iran de mener des opérations commerciales l'un avec l'autre. Et la Chine fabrique certains des missiles les plus avancés et sophistiqués de tout type. Et c'est tout à fait normal pour la Chine et l'Iran. Évaluer mutuellement leurs capacités et participer à toutes les transactions économiques et commerciales qu'ils souhaitent réaliser, y compris celles qui sont liées à de tels missiles militaires. Et je pense que le monde entier doit être informé que la Chine, comme l'Iran, auront le plein droit souverain d'effectuer de telles transactions commerciales l'un avec l'autre, et aucun pays ne devrait faire semblant d'être surpris. Donc, encore une fois, il était compréhensible qu'il soit aussi arrogant. Cependant, vous savez ce qu'on dit à propos de l'orgueil. Ce que les responsables iraniens semblent ne pas avoir pris en compte, c'est que, malgré toute cette dépendance de l'Iran envers la Chine n'était pas aussi dépendante de l'Iran. Nous avons déjà discuté que pour l'Iran, la Chine est l'acheteur de 90% de leur pétrole, alors que pour la Chine, l'Iran est le fournisseur de 12% de leur pétrole. Mais en même temps, l'Iran veut bloquer le détroit d'Ormuz, par lequel, comme je l'ai déjà dit, 40% supplémentaires vont à Kiev et encore 40% du pétrole provient d'autres pays. Qu'est-ce qui est plus important pour la Chine ? L'approvisionnement de 12% qu'ils peuvent facilement remplacer en le trouvant ailleurs, ou les 40% qu'il est impossible de remplacer. Alors, devinez quoi, il semble que les mollahs n'aient pas bien compris quelque chose. Quand les bombes ont frappé Téhéran et que les forces iraniennes ont riposté par des missiles, c'est à ce moment-là que le régime s'est tourné vers Pékin pour obtenir ces fameux missiles antinavires supersoniques CM-302 afin de pouvoir fermer efficacement, complètement bloquer le détroit d'Ormuz. Et alors, Pékin a dû soudainement réaliser qu'il devait faire un choix. Est-ce qu'il risque 50% de ses approvisionnements en pétrole provenant de toute la région du Golfe, juste pour protéger ses 13% venant d'Iran? Ou bien se retire-t-il discrètement, condamne rhétoriquement la violence, puis détourne plus ou moins le regard? Et à la stupéfaction totale et absolue du régime, lorsqu'ils se sont retournés en s'attendant à voir le dragon rouge couvrir leurs arrières, la décision que Pékin venait de prendre a tout changé. Absolument tout. Bien sûr, la Chine ne veut pas passer pour une traîtresse, mais elle ne veut pas non plus se retrouver dupée, à scier, comme on dit, la branche sur laquelle elle est assise. Et la Chine a orienté sa politique là où l'argent l'a indiqué.
De façon tout à fait inattendue, le porte-parole officiel de la Chine a complètement démenti la véracité de l'information selon laquelle la Chine aurait prétendument accepté de vendre à l'Iran des missiles antinavires supersoniques modernes du modèle CM-302, et il a souligné qu'elle ne le ferait absolument pas. Ainsi, il s'agissait d'un revirement des événements tellement frappant et cela a clairement montré que la Chine ne s'impliquera pas dans cette affaire. Elle n'a certainement pas l'intention de faire la guerre à l'Amérique à cause de l'Iran pour 13% de leur pétrole. Ils ont condamné les frappes, ils ont parlé de souveraineté. Mais quand il a fallu vraiment soutenir Téhéran avec de vraies armes, celles qu'ils avaient promises, la Chine a reculé. Je vous félicite donc, messieurs. L'Iran ne deviendra pas une nouvelle Serbie, le début d'une autre guerre mondiale. Tout le monde a abandonné l'Iran, et de façon particulièrement cruelle. Ce qui concerne aussi bien les ayatollahs pauvres que très riches. La famille d'Ali, le pissenlit de Dieu, possède des dizaines de maisons et aussi des palais partout dans le monde. Quand je parle de maison, ce n'est pas une petite maison de 2 étages qui penche. Que doivent-ils faire maintenant? Allah les a abandonnés, la Russie les a abandonnés, les frères musulmans les ont abandonnés, et maintenant les communistes chinois les ont abandonnés. Personne ne veut les protéger du petit diable Israël et du grand diable les États-Unis qui se sont unis pour casser la gueule aux mollahs. Et d'ailleurs, ils le font de manière très professionnelle et avec beaucoup de succès. Nous savons très bien ce que l'Iran avait prévu. Ils ont beaucoup appris d'Anna de cette guerre de 12 jours. Et dès le premier jour, ils s'attendaient à lancer une frappe massive de représailles contre Israël et nos bases américaines avec des missiles et des drones. Mais même cela, ils n'ont pas pu le faire. Rappelez-vous, dès le tout premier jour, le message du commandement central et des Israéliens était une réponse bien plus faible que ce à quoi ils s'attendaient. Et cela était lié à la rupture de toute la chaîne de commandement, ainsi qu'au fait que nous avons attaqué ces cibles avec une telle puissance ce premier jour, afin de littéralement les priver de toute possibilité de riposter. Donc, nous avançons à un très bon rythme. Israël passe à une nouvelle phase de l'opération. Nous continuerons à saisir les armes. Et vous verrez comment nous procédons, les missiles balistiques, les drones, la flotte, et nous allons également les saisir de manière systématique. Si vous êtes impliqués dans la production de tout système d'armement sur le territoire iranien, cela devient notre cible. Et nous allons détruire absolument toutes ces cibles. Nous ne voulons pas qu'il leur reste quoi que ce soit, non seulement en ce qui concerne ce qu'ils peuvent utiliser pour tirer, mais aussi pour qu'ils ne puissent plus rien produire de nouveau du tout. Que vont faire les Israéliens? Ils vont quand même se concentrer sur certains de ces sites, mais leur priorité principale sera quoi? Ce sera l'organisation elle-même. Ils veulent créer les conditions de l'effondrement du régime, et cela va commencer pour de bon. Ils ont fait un travail énorme, bien sûr, avec nous, pour éliminer les figures clés de la direction, et cela va continuer. Mais qu'est-ce qu'ils vont systématiquement retirer? Le corps des gardiens de la révolution islamique et ses capacités. Ce sont des personnes, une organisation, des installations, une infrastructure qui les soutient. En résumé, réseau, technologie, système de communication, tout cela. C'est pareil pour la milice Basij qui réprime la population. Il en va de même pour les services de renseignement et les forces de sécurité qui répriment la population. C'est pareil pour l'infrastructure policière qui réprime la population. Plus de 1000 frappes ont été menées sur Téhéran au cours des derniers jours et des centaines d'autres sont attendues dans les prochaines 24 heures. Mais cela s'étend aussi à toutes les provinces, car dans ces provinces, comme nous l'avons vu, ces mouvements de protestation, lorsqu'ils se sont propagés à d'autres villes, ont été confrontés à la force de sécurité et à l'infrastructure policière. L'infrastructure qui est descendue dans les rues et a réprimé ces manifestations, ces forces de sécurité et cette infrastructure seront éliminées. C'est une réduction systématique de toute l'infrastructure qui fait quoi? Elle soutient le régime. Ainsi le régime s'est retrouvé seul. Il semble que le fils d'Ali Khamenei deviendra cet héritier, apparemment pour très peu de temps, qui essaiera d'étouffer toute résistance dans le sang, mais de rester au pouvoir. Donc un peu comme Bachar el-Assad, oui, il était l'héritier en Syrie, pour ainsi dire. C'est précisément cela que les États-Unis et Israël essaieront d'empêcher. Et maintenant, la question est de savoir s'il se trouvera une force.
qui prendra le pouvoir dans les rues et les places de Téhéran et des autres grandes villes d'Iran. Mais cela relève désormais du peuple iranien. Souhaitons-leur tout le meilleur dans la libération de leur pays de l'islamisme, du fanatisme et de la dictature sanglante. Les amis, l'abonnement et la cloche permettent de diffuser largement nos vidéos, nos contenus. J'ai fait ma part, je l'ai enregistré. Maintenant, c'est à votre tour de faire un maximum de bruit. Au revoir, à très bientôt. La suite.